Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des capteurs. Alors, les capteurs, qu'est-ce que c'est? D'abord, quand est-ce qu'on en a besoin des capteurs, hein? Un capteur, on en a besoin dès l'instant où on a une grandeur, on veut connaître une grandeur physique, et à partir de cette grandeur physique, automatiser un système. Donc voilà un système. Un système, il est là, hein. Donc un système, si vous le connaissez en technologie, vous avez une chaîne d'information qui récupère des informations internes au capteur. C'est des informations qui sortent à l'intérieur du système, hein, qui sont renvoyées vers la partie traitement. Vous avez des informations extérieures, la température par exemple extérieure. Vous avez aussi des consignificateurs qui peuvent être des commandes, hein, d'accord, avec des réglages, hein, aussi. C'est comme des capteurs finalement. Un bouton, c'est un capteur quelque part. Un potentiomètre, c'est un capteur typiquement. Donc voilà, tout ça, ce sont des informations qui vont rentrer et qu'on va acquérir pour pouvoir traiter. Donc, notre capteur, il se trouve où? Dans la partie acquérir. D'accord? C'est ici qu'on arrive. Comment c'est construit? Si je prends acquérir, voilà, j'y suis. Dans acquérir, eh ben, je vais retrouver plusieurs capteurs. Donc j'en ai mis un là, vous voyez, c'est celui-là. Mais il peut y en avoir plusieurs, hein, d'accord? On n'est pas qu'un seul. L'idée, c'est d'acquérir une grandeur physique et la transformer en une grandeur compatible avec le traitement. En général, c'est soit du tout ou rien, c'est souvent électrique, hein, d'ailleurs, parce que bon, on traite tout le temps en numérique, nous, derrière, mais ça peut être un traitement numérique avec un microcontrôleur, mais le numérique accepte le tout ou rien, le 0 ou 1. Donc, c'est souvent une tension, une valeur électrique, ça peut être une tension, un courant qu'il faut retransformer en une valeur numérique par un moment ou un autre. Vous avez besoin d'une fonction logique, on l'a dit, 0 ou 1, ou une tension analogique, on mettra un convertisseur, ou une valeur numérique qu'on lira directement. Voilà. C'est composé en général un capteur d'un corps d'épreuve qui mesure la température elle-même, c'est-à-dire que lui il est en contact avec la grandeur physique qu'on veut avoir et qui va transformer ça dans une autre grandeur physique qui soit exploitable pour l'électronique. C'est pas toujours facile, hein. Par exemple la température, on peut se demander comment on va mesurer la température, mais en fait on va peut-être regarder l'agitation thermique qu'il y a dans le composant, d'accord, dans une jonction. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on ne mesure pas directement la température, on mesure l'agitation thermique. Mais ça revient au même à la fin. On a bien une image de la température grâce à cette information. Cette information, elle est de nouveau traduite par un transducteur qui peut être aussi un convertisseur analogique numérique, hein. Donc il peut y avoir des choses sophistiquées. Si vous voulez avoir une information numérique, il faudra bien un convertisseur analogique numérique là-dedans. Et qui peut être aussi une simple électronique assez plus basique là-dedans qui permettra d'adapter le signal pour le traitement. Comment on choisit un capteur? D'abord, il faut choisir la grandeur physique qu'on veut avoir. Ça paraît évident, d'accord? Si vous voulez mesurer la température, vous n'allez pas prendre un appareil qui je sais pas, mesure carrément la luminosité, d'accord? Encore que la luminosité et la température, ça dépend des cas, ça pourrait être similaire. Deuxième cas, la plage de mesure. Eh bien oui, d'accord? La plage de mesure, ça c'est important. Si vous voulez mesurer une température entre 0 et 50 degrés, c'est pas pareil qu'entre mesurer une température entre 100 et 1500 degrés. D'accord? Donc c'est pas les mêmes capteurs. La précision qu'on va avoir derrière, est-ce qu'on veut une grosse précision, une petite précision, est-ce que c'est 5 degrés près quand on est à 1500 degrés, ça ne doit pas être trop gênant. Par contre, à 5 degrés près pour une température d'une pièce, ça change tout, hein, on est d'accord, hein, entre 20 et 25 degrés, c'est pas la même chose. Le temps de réponse, combien de temps ça met pour répondre? Ça veut dire que si la variation change vite, imaginez la température, vous ouvrez la fenêtre, la température chute très rapidement, combien de temps va mettre le capteur pour réagir? Pour se rendre compte que tiens, la température est en train de baisser. Et tout ça, toujours par rapport à un cahier de charge. D'accord? Et puis, la troisième chose qu'il faut regarder de près, c'est le type d'information sortie. Est-ce que c'est l'information logique? Si vous avez besoin d'avoir une valeur, une information logique, ça ne marchera pas. Un détecteur ne marchera pas. Une version analogique, ok, il faudra prévoir un convertisseur. Ou soit une version numérique, il faudra peut-être prévoir un bus de communication. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, comme j'ai remis ça sous une forme d'un symbole. Ici, vous avez les grandeurs physiques. Les 7 premières, les 7 primaires, j'ai envie de dire, hein, grandeurs physiques qu'on utilise dans le système international. Et puis toutes les grandeurs physiques qui en découlent de ces 7 premières. À partir de là, on a soit une information analogique, c'est par exemple un signal comme ça, qui n'est pas forcément linéaire. Vous avez vu, ici, il est linéaire sur un morceau, mais il n'est pas forcément linéaire sur toute la plage de mesure. Il peut être linéaire par morceau. Et puis logique, voilà, c'est vrai ou faux, hein. Et puis numérique, c'est des paliers, puisqu'on a discrétisé le signal, hein. On est obligé de prendre des valeurs, hein. On n'a pas de valeur intermédiaire, il n'existe pas de convertisseur qui fasse, je sais pas, en degrés oui, mais en pas pour lui-même, pour la convertisseur, il est toujours en valeur entière. Voilà, une fois qu'on a ça, on va faire un traitement. Allons voir ce qui se passe pour ce traitement. Le traitement, le voilà, traitement, on y est. On a une grandeur analogique, logique, qu'est-ce qu'on fait? On va le lire. Donc on met en général en MicroPython value.
le nom du capteur .value, et ça lit, entre parenthèses, et ça lit la valeur 0,1. Qu'est-ce qu'on fait comme traitement derrière ça? Un traitement de commande logique. Voilà, ça peut être une fonction logique, par exemple. Ça pourrait être aussi if, if, si la température, si ça vaut 1, etc., je réagis. Vous pouvez avoir une grandeur analogique. Dans ce cas-là, il faudra mettre un convertisseur analogique numérique. Vous pouvez avoir une grandeur numérique. Dans ce cas-là, il faut arriver à la lire, la valeur. C'est pas toujours si simple. Une fois qu'on a ces deux-là, on a une valeur numérique. Avec cette valeur numérique, on va récupérer, calculer la valeur physique. Moi, je l'ai mis grandeur physique estimée parce que c'est pas forcément réel. Vous voyez ici ma droite, j'ai mis une droite, mais vous voyez les points, donc la droite de régression, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas sur les points. Ce qui veut dire que quand je suis par là, cette valeur-là, j'estime que ça vaut à peu près ça, mais c'est pas tout à fait l'arrêté, ça dépendra des points. D'accord? Donc il faudra faire attention. Donc c'est une grandeur estimée qui est à peu près juste avec la marge d'erreur du capteur. De cette grandeur physique estimée, je vais pouvoir de nouveau commander un appareil. Si maintenant vous voulez augmenter le chauffage, vous pourrez commander de manière numérique, avec une valeur plus ou moins forte, de la MLI par exemple, ou en commande en tout ou rien, par comparaison par un seuil. Tu veux autant de degrés, donc j'active un moteur, ou j'active un chauffage, ou pas. Quand on fait ça, généralement, ça peut être par un seuil, tout simple, je vous le dis, si, un if, tout bête, mais généralement, on utilise aussi une hystérésie. L'hystérésie, c'est dire que j'ai une consigne qui est définie, et à partir de là, je vais mettre plus ou moins une marge de sécurité pour éviter les oscillations. Je vais vous montrer ça juste en dessous. Donc l'intérêt de l'hystérésie, là voilà. Alors j'ai fait sur une commande d'un actionneur en tout ou rien. Donc vous voyez ici, c'est un chauffage, la température elle augmente. Et puis si on fait sans hystérésie, la température va augmenter. Quand elle atteint la bonne température, le chauffage s'arrête, mais la température baisse. Du coup, il va vite se mettre en route, etc., sans s'arrêter. Et donc, la température, bien sûr, va osciller parce que mon chauffage va osciller. Mais ce qui va se passer, c'est ces fameuses oscillations qui provoquent des usures prématurées, voire même des dangers dans certains systèmes. Pour un chauffage, c'est pas dangereux, mais pour d'autres systèmes, ça peut être dangereux. Par contre, l'usure prématurée, vous l'avez à tous les coups. Pour éviter ça, on va mettre une hystérésie. On a une consigne, par exemple à 20 degrés, je vous invente n'importe quoi. Et bien, tant que je ne suis pas à 20 degrés plus une valeur, l'hystérésie, je vais chauffer. Et quand j'atteins cette température-là, bien sûr, ma température va rebaisser. D'accord? Donc ça, c'est l'ancienne courbe. Ça, c'est la nouvelle courbe en bleu. Donc la température va baisser, mais il faudra attendre qu'elle soit la consigne moins l'hystérésie pour redéclencher le système. On va avoir du on-off toujours, c'est normal. Mais par contre, l'écart entre les paliers là va être beaucoup plus grand, parce que là j'ai exagéré, mais ça c'est très fréquent, ça va aller très vite, alors qu'ici, ça pourra bouger très lentement. C'est l'intérêt de l'hystérésie, de mettre en place ce type d'hystérésie. Comment ça se programme? C'est super simple. Regardez, il faut une consigne, une hystérésie de 1 degré, un état. On est en on ou on est off. Quand on est ici, si on est off, il faut attendre la consigne plus 1 degré. Il faut que la mesure soit la consigne plus l'hystérésie pour mettre en on et puis faire ce qu'on veut, allumer le chauffage, etc. Quand on est en on est là-haut, il faudra attendre que la mesure soit plus petite que la consigne moins l'hystérésie pour réagir et passer en off et faire ça. Voilà. Et inversement, évidemment, ici. Vous voyez, super simple. Dernière partie. Comment on fait l'acquisition d'un signal d'un capteur en MicroPython? Alors, il faut savoir que MicroPython, enfin le Python d'une manière générale, c'est la programmation orientée objet. Tout est objet chez Python, c'est simple. Il n'y a pas besoin de se compliquer la tête, je crois que tout est objet. Donc, on part toujours de classe. Une classe, qu'est-ce que c'est? C'est un moule pour fabriquer des objets. Typiquement, vous voulez faire une sortie, vous allez utiliser un moule qui s'appelle GPIO ou PIN et qui va permettre de mettre une sortie. Après, vous choisissez une broche et vous la définissez comme une sortie. La broche que vous définissez, c'est le paramètre. Et après, pour la faire fonctionner, c'est on ou off. Et du coup, vous utilisez des fonctions on et off. On appelle ça des méthodes quand on parle de programmation orientée objet. Alors, pour une valeur logique, un capteur logique, c'est très simple. On va utiliser la classe pin. Regardez, j'importe pin, je définis, de pin, je prends la broche 2 et je définis P2. Ça, c'est dans le MicroPython tout bête. Ensuite, si je veux lire la valeur, j'utilise la méthode value. D'accord? Donc, je vais attribuer l'attribut 2, d'accord? 2 pour la broche 2, et je dis, il s'appelle P2 maintenant. J'ai fabriqué un objet. Ça, on dit que là, j'ai instancié un objet, P2. À partir de là, P2, je l'utilise avec la méthode value et je récupère la valeur. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on fait. Pareil pour un capteur analogique. Un capteur analogique, il faut un ADC. Donc je vais chercher une classe ADC qui elle-même utilise une classe PIN. C'est comme ça que c'est expliqué. Donc ok, vous prenez ADC et PIN. Voilà, j'ai besoin pour fabriquer la classe ADC d'une classe PIN qui est branchée sur 26. C'est fait. Je fabrique un ADC. J'ai fabriqué un ADC. Ça, c'est une instance d'un objet. D'accord? Un petit ADC.
que vous pouvez appeler comme vous voulez d'ailleurs. Une fois que j'ai cet ADC-là, je connais une méthode. La méthode, c'est WinU16. Donc, je vais utiliser cette méthode pour m'en servir. Voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en numérique, c'est très important. En numérique, il faut souvent beaucoup de choses. Il faut d'abord repérer le protocole qu'on utilise. Ensuite, il faut chercher la bibliothèque du capteur. C'est souvent ça, mais elles existent quasiment toutes, hein, je vous rassure. Ensuite, une fois que vous avez ça, il faut instancier un capteur. Il faut instancier le protocole, instancier un capteur et s'en servir. Alors, je vais vous montrer ici un exemple. Souvent, c'est en I2C. Donc, je vais importer bien sûr mon composant, ma bibliothèque de mon composant. Je vais instancier, je vais chercher mon soft I2C parce que c'est le protocole. Le protocole, je vais l'utiliser, qui demande lui-même des pins. Ok, je vais faire tout ça en place. Je vais fabriquer un I2C. Ça, c'est un objet. Cet objet-là, je l'envoie dans la fabrication de ce sensor, de ce capteur-là, en utilisant la bibliothèque que j'ai implantée. Et à partir de là, j'utilise une méthode temp, ici pour mesurer une température. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est important de comprendre la mesure. Ce qui est important dans cette histoire, c'est pas tellement la programmation de objet. Hein. Ce qui est important, c'est surtout ça. Ici, comment on fait? Logique, on part en logique. Analogique au numérique, on va d'abord chercher la grandeur physique. En général, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on voit mieux pour l'utilisateur. Après cela, on travaille en logique, avec hystérésie ou pas, c'est à vous de voir. Ou sinon, en proportionnel, hein, on va dire, pour faire simple, lié à une fonction mathématique, voilà, pour être plus clair, qui va nous donner une sortie donc numérique. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo.